sur ce choix de sujet était tout à fait évident et de la dominance qu'il a eue au cours de quelques dernières années dans notre portrait de la défense. On n'a pas décidé de discuter des États-Unis parce que lorsque nous avons organisé cela, on ne savait pas à quel genre de réalité nous aurions à faire face au cours des 4 prochaines années. Alors, on ne voudrait pas mettre les États-Unis à l'ordre du jour. L'administration Biden va présenter des défis différents et c'est ça ce qu'on pourra discuter dans la prochaine année lorsqu'on comprendra les patrons, les schémas d'action et de pensée de cette nouvelle administration. Mais ce que j'aimerais faire maintenant, c'est de vous présenter nos conférenciers pour le premier panel. Laissez-moi regarder ça sur mon écran pour que je ne manque pas trop les mots. Donc, nous allons avoir 3 conférenciers et nous aurons des questions pour moi, puis des questions de l'auditoire. Vous devriez pouvoir regarder actuellement l'écran et vous devez pouvoir lever la main pour participer. Vous pouvez aussi nous envoyer un message par courriel, une question. Et j'espère que je comprendrai au moment où ça pourra arriver comment je pourrai les traiter. Et ensuite de cela, j'aimerais demander, je poserai ensuite certaines de ces questions à nos panélistes. Notre premier conférencier aujourd'hui est William Paris. William est professeur d'affaires internationales et publiques à l'Université d'Ottawa. Il a un PhD de l'Université Yale et il a travaillé dans le gouvernement et ailleurs. Il a donné des cours plus récemment. Il a été conseiller senior au premier ministre de 2016 à 2018. Son domaine de recherche se concentre sur la sécurité internationale, le maintien de la paix et les politiques éclairées. Don Murphy sera le deuxième conférencier de ce panel. Dawn Murphy elle a un doctorat à l'Université de Washington et professeure adjointe d'études internationales de sécurité au Airwork College. Au US Airwork College. Elle a un postdoctorat avec Princeton sur la Chine et un autre postdoctorat à l'Université Princeton. Elle se concentre sur la politique intérieure et extérieure de la Chine et ses relations internationales. Notre troisième conférencier, César Geremino, il est le directeur exécutif du projet Plowshares. Il a eu un diplôme en gouvernance de l'Université de Waterloo. Il a eu un fellowship au Centre de gouvernance et d'innovation en gouvernance internationale. Il est représentant de la Société internationale. Il a parlé à 2 assemblées générales des Nations unies et à la Conférence générale des Nations unies sur le désarmement. Nous avons leur biographie sur le site web à w.ccid.ca/Year Ahead 2021 sous Agenda. Maintenant, Willen va commencer et le titre de sa conférence est Réagir et répondre aux défis de la Chine. Roland. Merci, Steve. C'est un plaisir pour moi de participer à cette conférence. Il y a tellement de choses dont on peut parler en ce qui concerne la Chine, mais ma tâche était de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que le Canada devrait faire pour ce qui est de la Chine? Ce qui, en soi, est une question difficile. Mais pour résumer ce que je vais dire au cours des quelques prochaines minutes, nous devons aider la nouvelle administration Biden qui est un symbole d'une coalition de travail avec ses alliés pour repousser les pratiques plus agressives de la Chine, tout en cherchant de coopérer avec la Chine dans des domaines d'intérêt mutuel. La bonne nouvelle pour le Canada, c'est que il y a une perspective d'une approche collective possible pour la Chine qui semblait pourtant virtuellement impossible pendant l'administration Trump. Surtout parce que quelquefois, il traitait ses alliés de façon pire que ses adversaires. Et ça a été tout un choc pour les Canadiens de se sentir si isolés et si exposés, ou même de se sentir comme un cadavre sur le bord de la route ou comme un poulet qu'on abat. Notre capacité de repousser la Chine, de résister à la Chine, la capacité du Canada de résister à la Chine dépend d'un travail qu'on peut faire avec nos alliés. Nous, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas battre la Chine dans une bataille de volonté bilatérale, bien qu'il y ait certaines personnes dans ce pays qui demandent toutes sortes de représailles contre Beijing pour déjà la détention de Michael Pavel et Michael Kovrig. Je partage la frustration. Nous ne sommes pas un grand pouvoir, une grande puissance qui peut bannir la Chine et la faire plier à notre volonté. Alors, c'est pourquoi le changement imminent dans l'administration américaine est si important et tellement le bienvenu.
Cette semaine, Thomas Friedman du New York Times a demandé à Biden qu'est-ce qu'il a l'intention de faire à propos de la Chine, comment il va traiter la Chine. Et sa réponse a été de la musique aux oreilles des leaders gouvernementaux dans cette ville d'Ottawa et à plusieurs autres endroits. Il a dit, et je cite, la meilleure stratégie pour la Chine est une stratégie qui fait en sorte que tous nos alliés soient sur la même longueur d'onde et être bien alignés. Ce sera une grande priorité pour moi lors des premières semaines de ma présidence pour essayer de nous remettre sur la même longueur d'onde avec nos alliés. Donc, Biden semble, d'après ses antécédents, semble comprendre, et comprend, j'en suis sûr, d'une façon que Trump ne l'a jamais fait, que la force de l'Amérique repose sur son travail avec les alliés et sur la possibilité de bâtir un agenda commun, un programme commun qui établit des limites claires sur le genre de comportement que nous allons accepter de la part de la Chine et de maintenir ensuite ces limites. Rien de cela ne sera facile, bien sûr, mais au cours des quelques dernières années, il y a eu de plus en plus d'inquiétudes dans plusieurs pays par rapport au comportement un peu affirmatif, sinon agressif de la Chine. On a vu d'abord la diplomatie coercitive de la Chine, mais ici au Canada, mais nous ne sommes pas les seuls. Non seulement est-ce que la Chine arrête des gens comme des otages de facto dans certains litiges diplomatiques, mais la Chine a aussi une pratique d'utiliser le commerce comme arme pour punir des pays qui ne plaisent pas à Pékin, comme l'Australie l'a maintenant connu à foison. Il y a aussi des faits que la Chine menace quelquefois des membres de la communauté de la diaspora chinoise, y compris les membres de la diaspora chinoise au Canada. Certaines des pratiques économiques chinoises ont aussi soulevé des préoccupations, y compris son vol à présumé de propriété intellectuelle, son utilisation des entreprises d'État comme instrument d'influence géopolitique et son historique d'exiger de la part des compagnies étrangères qui fonctionnent en Chine à partager leurs secrets commerciaux. Il n'y a aucun doute que la Chine essaie de dominer les technologies émergentes qui seront les moteurs de la croissance économique future et qui, dans plusieurs cas, ont des applications militaires également. Nous avons aussi été témoins du caractère répressif de plus en plus grand de la Chine à l'intérieur, y compris l'incarcération forcée de centaines et de milliers de Ouïghours dans des conditions, à dire le moins, qui sont grossièrement inhumaines, ainsi que les désirs récemment pour éliminer le statut légal de Hong Kong, qui est pourtant garanti par traité avec le Royaume-Uni. Certaines de ces pratiques durent depuis un certain temps, mais plusieurs parmi eux se sont intensifiées récemment ou sont nouvelles. Et cela a éveillé un changement assez remarquable d'attitude envers la Chine aux États-Unis, en Europe et ici dans ce pays. Et bien sûr, dans le voisinage de la Chine. Il y a quand même des différences entre les démocraties dans la façon dont ils voient la Chine. En termes généraux, il y a une tendance à Washington à voir la Chine comme un adversaire, alors qu'en Europe, plusieurs Européens sont plus enclins à voir la Chine comme un concurrent stratégique. Et bien sûr, étant donné que les États-Unis ont des traités de défense avec plusieurs pays asiatiques et un intérêt stratégique de longue date dans cette région, il y a moins d'appétit en Europe à dédier des ressources pour essayer de contenir et réprimer le pouvoir militaire de la Chine. Donc, Biden devra négocier un compromis s'il veut un front commun. Et c'est là où le Canada peut aider. Servir de pont, de passerelle entre les États-Unis et l'Europe, c'est un rôle canadien traditionnel, tout à fait canadien, et cela sert très bien nos intérêts. Donc, qu'est-ce qui peut être les éléments d'un tel compromis? Les parties principales d'un ordre du jour commun, d'un programme commun. On a vu plus tôt cette semaine que l'Union européenne a fait une enchère d'ouverture des semaines avant l'inauguration de Biden. L'UE propose la création d'une alliance, un conseil transatlantique sur le commerce et la technologie, entre autres pour établir des normes conjointes sur certaines technologies critiques et émergentes, ce qui, en pratique, viserait à prévenir la Chine d'établir sa dominance économique dans plusieurs secteurs de haute valeur et d'importance stratégique au point de vue technologique. Les réseaux 5G, l'intelligence artificielle, la robotique avancée, les normes Internet et les semi-conducteurs. L'UE a aussi proposé une coopération plus étroite sur l'examen des investissements, sur les droits de propriété intellectuelle et sur les transferts forcés de technologie et sur les contrôles d'exportation. Maintenant,
Établir un front commun seulement sur ces points serait déjà un grand pas en avant. Et ce serait aussi la base pour en faire plus, parce que ce dont nous avons besoin, c'est de restaurer une unité de but pour réparer la confiance et rebâtir la résolution, de repousser, de résister à la Chine sur plusieurs ensembles d'enjeux. Mais nous devons aussi faire ça de façon intelligente. Certaines personnes semblent presque avoir hâte de se lancer dans une nouvelle guerre froide avec la Chine, ce qui, je ne pense pas, est ni inévitable, ni sage et avisé. Parce que la Chine, voir la Chine comme un ennemi complet pourrait en faire un ennemi complet. C'est pourquoi il est important d'être clair sur certains comportements spécifiques de la Chine que nous n'accepterons pas et maintenir fermement ces limites de façon collective, tout en maintenant des canaux de communication avec Beijing et en essayant de coopérer dans les domaines qui exigent la coopération. Nous devons coopérer avec la Chine, par exemple, sur les changements climatiques, sur la stabilité du système financier mondial et sur la façon de faire face avec les effets mortels cumulatifs de la COVID-19 dans tellement de pays. Et bien sûr, nous devons coopérer avec elle sur la préparation à la pandémie et la réponse aux pandémies. Nous devons améliorer le système et régler les problèmes pour qu'on ne voit pas une répétition de ces réponses précoces totalement inadéquates à la COVID-19. Et nous devrions chercher à coopérer avec la Chine sur la non-prolifération nucléaire et sur le contrôle des armes conventionnelles et sur la conception de règles et de limites sur l'utilisation de nouveaux types d'armes, comme les armes cybernétiques spatiales. Nous devons donc avoir une bonne résolution et une mesure de retenue également. Et ce n'est pas une politique facile à gérer, mais nous n'avons pas le choix parce que gérer les relations avec la Chine va être un grand défi de politique étrangère pour la communauté des démocraties pendant plusieurs années, sinon plusieurs décennies à venir. Et le Canada peut prôner une telle approche. Peut-être que la façon la plus efficace de le faire est en essayant de faciliter des accords entre la nouvelle administration américaine et d'autres de nos alliés principaux sur un programme commun, parce qu'il y a de la force dans les nombres et il y a de la force, l'union fait la force, et il y a de la force dans une cause commune. Le Canada a besoin des deux. Merci. Et quel excellent début pour la conférence. Ce sont des choses qui établissent et dressent la table très bien pour nous. Notre deuxième panéliste est Dawn Murphy. Elle va parler des tendances actuelles dans les relations Canada-Chine actuelles. Dawn, merci. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité ici aujourd'hui. Tout d'abord, je veux donner mon déclaration de non-responsabilité pour dire que mes commentaires ne représentent pas les vues du gouvernement américain, du département de la Défense ou de la Air Force. Tout ce que je vais dire pendant la présentation, pendant les questions-réponses est ma propre évaluation. Ce que je vais faire aujourd'hui, je ne suis pas un expert sur les relations Canada-Chine. Je regarde beaucoup plus les relations internationales de la Chine, les relations de la Chine avec le monde en développement et les relations de la Chine avec l'ordre international. Alors, je veux faire certains commentaires assez généraux sur les tendances dans les relations de la Chine avec le monde comme base de discussion lors des questions-réponses. D'abord, si on pense à Belt and Road en 2013, lorsque ça a été annoncé comme une route maritime, la Chine a de plus en plus articulé sa vision de son rôle dans le monde, en mettant l'accent beaucoup sur la collectivité dans des domaines des infrastructures, du commerce et des finances, de la politique, des relations de peuple à peuple et plusieurs aspects de ses relations avec le reste du monde. Et la Chine exploite tous ses instruments de pouvoir pour avoir ses objectifs politiques par Bolton Road et par d'autres initiatives politiques. Une autre caractéristique des relations internationales actuelles de la Chine, c'est qu'elle a vraiment un focus omnidirectionnel. Quand on revient à 2012 environ, par exemple, de plus en plus, les universitaires de la Chine ont commencé à exprimer le besoin de la Chine de ne pas regarder seulement vers l'Est, vers l'Asie-Pacifique, mais de plus en plus de regarder vers l'Ouest, vers l'Asie centrale et même jusqu'à l'Europe pour faciliter la croissance de la Chine comme un pouvoir, une puissance eurasienne et pour contenir au cas où on aurait des conflits dans l'Asie-Pacifique,
avec ses différents partenaires dans cette région, ainsi qu'avec les États-Unis, comme une protection. On voit ce focus beaucoup plus omnidirectionnel qui va maintenant vers l'Est et vers l'Ouest. Une autre caractéristique des relations actuelles de la Chine, c'est qu'elle bâtit des relations parallèles tout au long du système international. Et ça a commencé déjà en 2000. Par exemple, la Chine a construit des forums de convention. L'Organisation de collaboration de Shanghai, qui examine l'Asie centrale. Il y a pour la coopération entre la Chine et les États arabes, coopération avec l'Afrique, le 17+1 pour la coopération avec l'Europe centrale, une autre organisation avec les Caraïbes, avec les pays hispanophones et lusophones. Si on regarde la plus grande partie du monde en développement, la Chine a établi ses conseils de coopération, ses clubs. Et ces organisations donnent à la Chine la possibilité de lier des questions sécuritaires, économiques et politiques pour gérer ses relations multilatérales avec ces régions. Les normes qui forment le cœur de ces organisations qui ont été établies par la Chine sont les 5 principes de la coexistence pacifique qui insistent beaucoup sur une interprétation très stricte de la souveraineté westphalienne concentrée sur l'intégrité territoriale ainsi que sur la non-ingérence. Il y a beaucoup d'accent mis sur la coopération entre les pays dans le monde en développement et avec la Chine. Et dans la sphère économique, il y a une norme d'un rôle pour l'État dans l'économie en général. En plus de toutes ces institutions que la Chine est en train d'établir, il y a aussi d'autres exemples de haut profil actuellement où la Chine qui... Le RCEP, le partenariat régional économique en Chine, ainsi que la Chine qui entre dans une entente de libre-échange avec l'Afrique comme continent. Une chose que je veux mentionner sur ces différentes organisations, et c'est quelque chose que l'on regarde pas autant aux États-Unis, mais je pense que c'est important de réfléchir à comment la Chine se présente comme grand pouvoir au monde en développement et le monde en général. Et ce que la Chine montre dans ces organisations, c'est que c'est un défenseur de la souveraineté, un défenseur de développement, un joueur équilibré sur la scène internationale qui veut travailler avec tous les pays, tous les régimes, tous les types de régimes pour répondre à des questions de paix et de sécurité. En général, ils sont multilatéralistes. La connectivité, comme j'ai dit, et aussi on met l'accent en Chine qu'ils n'ont pas le passé colonial que d'autres pays ont dans le monde développé. Je dirais qu'à travers ces organisations, c'est de plus en plus sophistiqué comment la Chine répond aux préoccupations. Parce que on a de la résistance en diplomatie de dette et le négatif du rôle chinois en Afrique et dans le monde en développement. La Chine, au niveau de l'État et aussi de ses entreprises d'État, essaye de répondre à ces préoccupations et les amenuiser, si on veut. L'autre aspect des relations internationales de la Chine, c'est ils sont beaucoup plus assertifs, beaucoup plus proactifs. Et je pense qu'il faut penser à comment la Chine a été proactive avec les dangers en Chine ainsi qu'à l'extérieur. Alors, encore une fois, Xinjiang a déjà été mentionné. En plus de toutes les violations de droits de la personne, la Chine met de la pression sur les pays musulmans en particulier autour du monde pour appuyer son comportement au minimum, de rester silencieux avec leurs objections sur leur comportement à Xinjiang. Hong Kong, avec la nouvelle loi sur la sécurité nationale et d'autres réactions là-bas, c'est un autre exemple. Taïwan, on a vu plus d'agressivité. On peut avoir une discussion sur la cause de ça. Quel est le rôle des États-Unis dans cette agressivité accrue? Mais il y a eu une augmentation là-bas, ainsi que la mer de Chine à l'est et sud, et dans les dernières années, des disputes territoriales, même avec l'Inde. Alors, en général, depuis le début des 2010, on a cette augmentation de l'assertivité, de l'agressivité. Alors, dans les dernières années, on voit une augmentation de ça de plusieurs façons, pour plusieurs raisons. Ensuite, Roland a déjà mentionné ça, mais la Chine, depuis 2010, de plus en plus utilise la coercition, la punition économique pour arriver à leur fin politique avec leurs partenaires. Des exemples de ça, la dispute avec le Japon, le différend avec le Japon en 2010 où il y a eu un arrêt de l'exportation de terres rares, les Philippines en relation avec des conflits reliés à la mer de Chine du Sud, de la coercition économique vers la Corée.
le Terminal 2 Defense System, et comme Roland a dit, l'Australie, la dernière semaine, on a un 200% de tarifs sur le vin. Mais dans les derniers mois, on a eu un nombre de produits qui ont souffert de tarifs dans les dernières années. Alors, c'est quelques exemples à noter, mais c'est important parce que jusqu'à 2010, on n'a pas vu autant de cette coercition économique, mais c'est clairement une caractéristique majeure de l'approche chinoise à l'international. En plus, maintenant, on a une augmentation du nationalisme et ça va dans les 2000, c'est pas nouveau. Mais je dirais qu'avec la guerre commerciale avec les USA, durant cette période, on voit de plus en plus de nationalisme envers les États-Unis, envers le Japon, envers d'autres rivaux historiques. On peut parler de ça plus en détail, mais je pense que surtout avec la COVID et la réponse américaine à la COVID, on peut voir encore plus de nationalisme avec la Chine. Et relié à ça, plus de focus sur l'indépendance et plus d'innovation en Chine et Made in China 2025, l'initiative chinoise faite en Chine 2025 et la Chine qui travaille pour avoir un rôle de chef de file dans certaines industries. Mais durant la guerre commerciale, je pense qu'il y a eu des points intéressants pour le PRC à réfléchir à l'autosuffisance et l'indépendance. Et ce qui est important, c'est CTE, la compagnie de télécom, quand les États-Unis ont mis des restrictions d'exportation sur les composantes à ZTE. Et rapidement, dans un mois, on fermé une compagnie chinoise majeure de télécommunications avec 75 000 employés qui ont perdu leur emploi à cause de ça. Je pense qu'on a le leadership chinois ainsi que le public chinois commence à réfléchir de plus en plus au degré d'autosuffisance et d'indépendance au niveau de la Chine face aux États-Unis et face aux autres pays dans la technologie. Et un autre exemple de ça, de l'autosuffisance, de l'indépendance, et on regarde le reportage sur le plan de 5 ans qui s'en vient, il y a plus focus sur la consommation domestique et l'innovation domestique dans plusieurs technologies qui ont une emphase sur la sécurité nationale. Ensuite, l'attaque sur les droits de la personne à l'extérieur de ses frontières. Il y a plusieurs exemples. Hong Kong, bien sûr, est un exemple. Mais on a eu la Chine qui essayait de mettre la pression sur Cambridge University Press pour ne pas publier un certain contenu. On a vu ça envers des publications australiennes aussi. Plusieurs exemples. Mais je dirais dans les dernières années, on a toujours eu la question que la Chine commence à restreindre les droits de la personne dans ses frontières, mais là, on commence à voir ça à l'international. Et finalement, je veux mettre en lumière que durant la COVID, surtout, la diplomatie de santé chinoise, et c'est quelque chose qui a une longue historique jusque dans les années 60, de la Chine qui est engagée dans la diplomatie santé et donner de l'assistance au monde en développement, en particulier à fabriquer des médicaments, avoir des médecins qui vont dans certaines régions et donner de la formation. Mais durant la COVID-19, on a eu la Chine, même s'ils ont été critiqués pour la qualité de certains équipements de protection personnelle ou les comportements de Chinois associés à ça, mais ils sont dans le monde en développement, donner de l'équipement de protection, envoyer des médecins, différentes sortes d'experts, et sur le front vaccination, travailler avec plusieurs pays, incluant les Émirats arabes unis, pour tester et utiliser des vaccins qui sont en développement. Donc, après la COVID et la diplomatie santé, on met l'accent sur le PPE qui est défaillant. Les Chinois utilisent ça, mais on va prendre du temps pour voir qu'est-ce que ça donne pour la Chine. Parce que d'un côté, même s'il y a beaucoup de blâme qu'ils peuvent prendre pour la mauvaise gestion des origines de cette pandémie, ils ont contrôlé la situation rapidement dans leur pays, même s'ils utilisaient des manières draconiennes pour le faire, mais le virus est en contrôle en Chine et ils aident d'autres pays. Alors, je pense que le temps le dira, comment ils vont ressortir de ça et comment ils sont perçus comme grande puissance.
Alors aujourd'hui, j'ai identifié quelques tendances, Belt and Road, l'omnidirectionnalité de l'approche chinoise, le focus sur l'Est et l'Ouest, des organisations en parallèle aussi chinoises, ça a augmenté son agressivité, punition économique, nationalisme, autosuffisance et indépendance, empiètement sur les droits de la personne et finalement sa diplomatie COVID et santé. Merci, j'ai hâte à vos questions. Merci, Don. Ensuite, on a César Germilo qui parle de posture diplomatique ou multilatéralisme réel. Qu'est-ce qu'elle est de la Chine qui se joint à la vente des armes? Merci de m'avoir aujourd'hui. On est fiers de faire partie de votre organisation Canadian Domestic Security Network et ça a été des présentations très intéressantes. Alors mes remarques sont sur une étude de cas très particulier. Il y a moins de 2 mois, la Chine est maintenant qui a signé le traité sur la vente des armes. C'est un traité classique multilatéral. Et quand on se joint à ça, on n'était pas surpris que la Chine se joigne, même si certaines personnes ont froncé les sourcils, mais on peut peut-être répondre à ces questions collectives. Est-ce que le Canada devrait souhaiter la bienvenue au Canada? Est-ce que la communauté internationale devrait accueillir la Chine dans ce traité de vente d'armes? Je vais vous donner la réponse selon moi. De notre perspective, on aussi fait partie de cette coalition internationale qui suit la vente des armes et la réponse c'est oui, avec certains garde-fous. C'est mieux de les avoir dans le régime qu'à l'extérieur du régime pour plusieurs raisons. Donc, on le sait qu'ils sont un exportateur majeur d'armes. Alors, dans mes remarques, je vais mettre l'accent sur 3 piliers. Premièrement, le contexte de la vente d'armes pour situer la conversation. Ensuite, le contexte pour le rôle chinois dans la vente d'armes internationale. Et ensuite, les réactions que j'ai remarquées dans l'industrie de vente des armes. Alors, l'industrie des armes internationales, dépendant de qui on le demande, c'est 770 milliards à plus de 200 milliards de dollars par année. Et la raison pourquoi il n'y a pas un chiffre très concret, c'est qu'une des caractéristiques, c'est un manque de transparence. Je ne parle pas juste de la Chine, mais en général, et c'est une industrie très obscure. Le manque de transparence, ça ne veut pas dire que c'est mauvais au niveau des entreprises entrepreneuriales. C'est une bonne entreprise, c'est payant, il y a une demande constante pour les armes et les munitions. Et il y a aussi une offre constante d'armes et de munitions. Il n'y a pas de manque de fabricants d'armes qui sont prêts à fournir les gens qui ont les poches pleines et qui en ont besoin. On n'est pas des pacifistes. Nous comprenons qu'il y a une vente illicite d'armes internationales à travers le monde. Mais il comprend qu'une bonne proportion de cette vente internationale va à la violation des droits de la personne pour exacerber des conflits, pour soutenir des tyrannies, et c'est ce qui nous préoccupe. Et en général, c'est quelque chose qui s'applique aussi à la Chine. Dans les années précédentes, si on regardait les listes des top 10, top 20 exportateurs d'armes au monde, normalement, la Chine ne serait pas dans la liste. Mais ce n'est pas parce que ils n'étaient pas un joueur actif dans l'industrie, mais c'est parce que le manque de transparence était très apparent dans le cas de la Chine. C'est un système très opaque et les chercheurs de plusieurs endroits, la société civile, des universités, font de l'analyse sur l'information disponible. Maintenant, si on regarde le top 10, la Chine serait 5e. Russie, États-Unis, Russie, France, Allemagne, Chine, 5e. Alors, ils sont assez importants dans l'industrie, mais on ne remarque pas toujours ça. C'est un nouveau développement. Le fait que c'est plus qualitativement et quantitativement attirant
l'implication chinoise dans les armes. Maintenant, vous avez entendu, plusieurs ont entendu Lockheed Martin, BAE Systems, General Dynamics, Raytheon, tous ces fabricants d'armes. Mais vous n'avez peut-être pas entendu AFIC, Aviation Industry Corporation of China, qui est le 6e fournisseur aérospatial au monde. Vous n'avez peut-être pas connu Norinco, China North Industry Corporation, qui est le plus gros fournisseur de systèmes LAN au monde en général, comparé même avec l'Occident. China Technology Groups Corporation, un joueur majeur en électronique pour les systèmes militaires, ou China Chip Military Industry Group. Ce sont des joueurs majeurs qui maintenant commencent à attirer beaucoup d'attention. Et ils sont très curieux sur l'étendue de l'implication de la Chine dans l'industrie. Alors, dans ce contexte, que la Chine a annoncé l'année dernière qu'il voulait se joindre au traité de la vente d'armes. La Chine se joint au traité de la vente d'armes. C'est bizarre. Est-ce qu'on est heureux de ce développement? La tradition dans la coalition de contrôle des armes, c'est que chaque annonce d'un nouvel entrant au régime était bienvenue. C'est une bonne chose. Plus d'adhérents au régime. Mais quand on parle de la Chine, est-ce qu'on accueille la Chine ou est-ce qu'on reconnaît le fait que la Chine se joint à ce traité? Alors, il y avait une série de débats et en fin de compte, on est arrivé à la conclusion que oui, on va accueillir la Chine parce qu'on est venu à la conclusion que plusieurs des arguments ou réservations, appréhensions autour de la Chine, en fait, ne s'appliquait pas seulement à la Chine, mais à plusieurs des autres pays. La Chine n'était pas très différente des autres. Pour nommer quelques réactions initiales, attends, est-ce que la Chine essaye de simplement légitimiser le transfert irresponsable d'armes en se joignant à ce traité? Et la réponse, pour simplifier, peut-être qu'ils le font, mais ils ne sont pas seuls. Même les pays occidentaux, même les manufacturiers occidentaux essaient de légitimiser des transferts d'armes irresponsables et aussi jouent un rôle d'acteur responsable en se joignant au traité. Notre réponse, c'est, savez-vous, les exportations chinoises d'armes et de munitions, d'armes conventionnelles, sont retrouvées dans plusieurs zones de conflit à travers le monde, où les civils sont tués, l'infrastructure est détruite. Mais la conclusion, c'est, en fait, c'est peut-être vrai, mais les munitions et l'exportation d'armes conventionnelles de d'autres pays occidentaux sont aussi trouvées dans plusieurs zones de conflit à travers le monde. Alors, certaines des réactions, je n'essaie pas de bâtir de l'équivalence entre la Chine et les autres, mais juste avoir un regard très réaliste et sobre sur qu'est-ce qui pourrait venir. Alors, est-ce que la Chine essaye de surpasser les États-Unis? L'annonce de la Chine de se joindre au traité est venue un an après que l'administration Trump ne se joignerait pas. Les Américains ont quitté le traité et les Chinois sont entrés. Dans les dernières années, on a vu les conférences au Japon et ailleurs. Il semble y avoir plus d'observateurs chinois aux événements et dans les différentes sessions. Et est-ce que ça va mener vers quelque chose et l'annonce que la Chine va se joindre au traité de vente d'armes? Et ça pourrait être quelque chose de positif. Et l'engagement de la Chine à travers le traité, on peut tirer profit de ça pour les faire joindre d'autres régimes internationaux et faire partie de la communauté internationale multilatéraliste. Et ce n'est pas une compréhension naïve ou une compréhension de base des intentions de la Chine, mais vraiment une vision incrémentale où la Chine peut graduellement, même si ils vont continuer les armes irresponsables, etc., peuvent être amenés dans la communauté multilatérale internationale. Et une autre façon de regarder ça, c'est qu'en est-il de la Chine comme bailleur de fonds pour la société civile d'autres pays, est-ce que vous prendriez de l'argent de la Chine? Question très directe qui a été posée à plusieurs partenaires.
et international, plusieurs personnes ont dit non, on serait lynché si on prend l'argent chinois. Mais d'autres ont dit oui, le gouvernement de la Grande-Bretagne, il n'y a pas question qu'ils ont contribué au conflit au Yémen. Et ces armes sont trouvées dans d'autres zones de conflit, même les armes canadiennes ou françaises ou américaines. Et c'est des bailleurs de fonds légitimes de défense en société civile. La question a été posée, qu'est-ce qui serait très différent pour la Chine? Alors, pour clore et pour laisser un peu de temps pour les questions et réponses, je pense que on doit prendre ça avec un grain de sel, qu'il y a des motifs cachés, peut-être des choses qui veulent les utilités, les pratiques qu'on n'aime pas, mais aussi de manière réaliste, selon nous, c'est pas très différent de pratiques de d'autres fabricants d'armes qui des questions très difficiles demeurent sur l'engagement à un régime multilatéral et au règlement et à l'esprit du régime qui réglemente les armes conventionnelles. Et quand on poussait pour le traité des armes, c'est un nouveau traité, relativement nouveau. Ça a pris force il y a 6 ans, le 24 décembre 2014. Et quand on poussait pour ce régime, avant que ça prenne force, c'était parti slogan, parti réalité. Et une des slogans qu'on utilisait, c'est que les bananes étaient plus réglementées que les armes. Pays d'origine plein de spécifications, mais les armes, c'était un free-for-all. Alors, et j'exagère un petit peu, mais on utilisait ce slogan, il y avait de la vérité là-dedans. Alors, ces mécanismes multilatéraux réglementent mieux les armes conventionnelles et on doit changer un peu la façon de faire, la façon habituelle, que ce soit la Chine ou les autres. La réalité, c'est qu'on ne voit pas de changement profond, même si avec le traité, les EPA bénéficient politiquement, on est international, on s'est joint à ce traité multilatéral, mais les pratiques ne changent pas vraiment. Alors, pour la Chine, c'est trop tôt. On espère que quelque chose va en ressortir et que on peut utiliser ça pour amener la Chine dans la communauté multilatérale internationale. Peut-être des bénéfices financiers peuvent en ressortir, découler. Alors, la Chine va continuer à fournir des armes, surtout au monde en développement. À qui est-ce que la Chine vend des armes? L'exportation, c'est en exportation en Asie. Beaucoup vont au Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Thaïlande, Indonésie. En Afrique aussi, à mesure qu'ils prennent plus de place, on voit des armes chinoises, Soudan du Sud, Soudan, Tanzanie, Égypte et dans les Amériques, près de nous. La destination pour les armes chinoises, c'est le Venezuela, c'est pas surprenant, suivi de la Bolivie. Alors, encore une fois, globalement, et pas une vision naïve ou sans connaître tous les impacts politiques qui ont été bien considérés par le gouvernement chinois, mais en général, on pense que c'est mieux d'avoir les Chinois dans le régime qu'à l'extérieur et qu'il y aurait des bénéfices potentiels. Mais ça fait seulement 2 mois que la Chine s'est joint à ce régime de vente d'armes. Alors, on verra ce qui va se passer et je peux maintenant prendre vos questions. Merci. Merci César. Merci à tous les panélistes de garder leur temps, de bonne présentation. On a plusieurs questions de l'auditoire. Une des questions sur l'hégémonie américaine. Et ce qui me rend curieux, c'est pas si l'hégémonie américaine est finie, mais c'est difficile dans les 4 dernières années de séparer la réduction de pouvoir dans le monde du côté américain et la montée des Chinois avec l'expérience Trump. Alors, la première question que j'ai pour tout le monde, l'équipe Biden va agir très rapidement. Ils ont beaucoup de personnes des administrations passées. Est-ce qu'on devrait s'attendre à ce que les Américains vont
nous mettre en position moins difficile ou est-ce que ça va être plus difficile? Ils vont nous mettre dans des positions difficiles parce que maintenant, on essaye de collaborer au lieu d'être séparés des Américains. Comment ça va changer? Ça va dépendre de la question. C'est un peu des deux. Si les démocrates ne gagnent pas les 2 sièges en Géorgie, on aura un Sénat contrôlé par les républicains et ça va mettre des contraintes sur ce que Biden peut faire. La politique étrangère a beaucoup de flexibilité au niveau des présidents américains, mais même dans la politique étrangère, il y a certains enjeux où il y a moins de flexibilité, comme le commerce. Il y a peut-être moins de flexibilité. Et certaines personnes ont parlé des États-Unis qui réengagent avec le Trans-Pacific Partnership. Et Tony Blinken a mentionné qu'il pensait que c'était une erreur stratégique de l'administration Trump d'être sorti de cette entente parce que c'était une façon d'établir des normes et de défendre contre des normes chinoises et règlements chinois. Alors, il dit qu'il pense que les Américains devraient faire partie de ça. Ça va être difficile à vendre, non seulement au Congrès, les deux partis au Congrès, mais aussi du côté progressiste des démocrates, que Biden a besoin d'équilibrer dans sa coalition. Alors, pour certaines questions, il y aura moins de flexibilité. Et au niveau où les États-Unis et l'administration Biden continuent à poursuivre des politiques que les alliés considèrent protectionnistes, comme Buy America sur stéroïdes, et ça a le potentiel d'affecter des intentions qui pourraient faire en sorte que ce soit plus difficile de collaborer dans d'autres parties, d'autres secteurs, comme des normes communes en relation à la Chine, par exemple. Cela dit, le Biden a une vision assez traditionnelle de la politique étrangère américaine. Quand il parle de la Chine, il parle de faire respecter les règlements. Il ne parle pas de briser la Chine et l'amener à faire ce que les Américains veulent. Non, il parle de règlements et renforcer les règlements et travailler avec les alliés pour faire ça. Et dans ce cadre-là, on peut s'attendre à une relation beaucoup plus positive avec les États-Unis et pour le Canada en particulier, on peut espérer une réparation des relations entre les États-Unis et certains de nos alliés les plus proches. Et comme j'ai dit avant, c'est beaucoup dans les intérêts du Canada. Merci, Roland. Je suis d'accord avec beaucoup de ce que Roland a dit. Il y a deux parties de ça pour moi. Un, j'anticipe, même si c'est beaucoup trop tôt pour le savoir, mais je pense qu'il y aura beaucoup plus une approche multilatérale avec l'administration Biden. Et je pense que potentiellement, il y aura une utilisation plus nuancée de leviers de pouvoir et techniques pour faire face à ces questions. Mais cela dit, dans les dernières années, je pense que les US ont changé, la Chine a changé de manière qui ont fondamentalement changé les dynamiques de la relation. Alors, on n'est pas dans le même monde où on était durant la dernière administration Obama. Et donc, à cause de ça, non seulement est-ce qu'il y a eu un focus par le président Trump sur la compétition dans la stratégie de défense nationale de l'énergie, mais dans plusieurs aspects de la société, comme on l'a mentionné avant, même l'opinion publique, si on peut débattre qu'est-ce qui a causé certains de ces changements. Parce qu'une partie de ça, c'est politique domestique interne aux États-Unis, et une partie de ça, c'était le comportement chinois sur Xinjiang, à Hong Kong, et sur les deux, Michael, et le comportement chinois a été très préoccupant pour plusieurs démocrates et plusieurs au Congrès dans presque toutes les sphères de nos relations. Alors, j'espère qu'on pourra s'éloigner de cette nouvelle rhétorique de nouvelle guerre froide. Alors, si on pense à le discours de Pompeo en juillet au Nixon Library, il y a beaucoup vraiment un cadre
dans ce genre de termes. Alors, je pense qu'on peut s'éloigner un peu de ça et de ce narratif, mais la préoccupation fondamentale au niveau du rôle de la Chine dans le monde, le système de gouvernance chinois, l'approche chinoise aux droits de la personne et son comportement un peu plus agressif. Alors, c'est un secteur, une partie où je pense qu'on va changer notre approche, mais je pense qu'on le verra plus sur les marges, mais vous nous avez amené beaucoup de bons exemples avec le TPP. C'est quelque chose qui, bien sûr, le TPP a continué sans les États-Unis. Et comme j'ai dit dans ma présentation, le RCEP a été signé. Et donc, oui, on peut peut-être aller vouloir engager plus dans une entité TPP qui aurait plus de sens. Et si le focus, ce serait plus sur le multilatéralisme et les institutions et avoir une approche en mettant l'accent sur les valeurs des droits de la personne américaine et la liberté, en plus de certaines actions unilatérales qu'on a prises dans les dernières années. Merci. With both Roland. À la fois Roland et Don, il faut bien faire attention à cette compétition entre grandes puissances. On ne peut pas non plus ignorer la notion d'intérêt mutuel. Je pense que le gouvernement chinois peut être très pragmatique avec toutes ses préoccupations des droits de la personne, bien sûr, mais il y a quand même des intérêts mutuels. Et je pense que l'administration Biden, avec toutes les restreintes qu'elle peut avoir, malgré tout, peut donner le ton. Et le ton est très important dans la façon dont on fait les choses, dans la façon dont les États-Unis vont approcher la Chine. À long terme, ça ne s'applique pas seulement aux moyennes puissances qui peuvent aider à démonier la Chine, mais aussi ça dépend aussi de l'administration américaine. L'administration américaine ne doit pas aller tout seul et doit chercher des approches multilatérales. Même ça peut le rendre plus fort avec certaines puissances moyennes. Il y a quand même un certain bienfait à bâtir des alliances et à avoir une belle composition d'alliances. Et finalement, la Chine va devenir l'ennemi qu'on en fait. L'Occident peut, et l'Australie peut avoir des tentations de le faire. OK, vous poussez acculer la Chine au pied du mur. Ils vont se sentir acculés au pied du mur. Ils vont repousser l'Australie. C'est très bien. C'est un équilibre très délicat. Mais je pense que l'administration Biden peut, à tout le moins, établir un ton très différent de ce qu'on avait de son prédécesseur immédiat. Je vais rester avec vous, César. Une question qui est posée par l'auditoire, c'est que pour gérer la récupération après COVID, il va y avoir des batailles entre puissances. Par exemple, les Chinois ont offert de l'aide pour la COVID avec des conditions qui étaient attachées. Et donc, on va voir. La Chine va vouloir répandre son vaccin. C'est à la fois une bonne chose à faire. C'est une chose qu'on veut pour obtenir une influence, une meilleure image dans le monde aussi. Et le Canada a acheté plus de vaccins qu'ils pourront possiblement utiliser si jamais toutes les lignes de vaccins arrivent à maturité. Alors le Canada et d'autres pays occidentaux peuvent gagner aussi les cœurs et les esprits du monde avec ces vaccins. Voyez-vous comment les Chinois s'est traité sur les armes? Comment voyez-vous la Chine? Comment les pays vont-ils réagir? Parce qu'ils voient d'un côté la Chine qui dit les bonnes choses, mais de l'autre côté, la Chine a enlevé le gant de velours de son point de fer au cours des 5 dernières années. Comme Roland B. Hill s'est bien exprimé pour le Canada, mais un peu partout ailleurs également. Alors, je me demande si les puissances de la Chine dans les conférences auxquelles vous avez participé, vous avez pu voir ça de près. Absolument. Moi, il y a un élément de calcul là-dessus, même avec la COVID, même dans le domaine de la COVID, avec la diplomatie de la santé. On peut pas voir ça comme de l'altruisme pur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'accueillir, surtout que c'est très en demande c'est un grand besoin dans les pays en développement, mais il y a un élément de calcul pour gagner les cœurs et les esprits. Je pense que la réaction de la communauté internationale varie. Le classique Europe occidentale et Amérique du Nord affiche plus de réticence, mais vous serez surpris d'apprendre que l'Afrique et les autres pays accueillent cela de façon très chaleureuse. Même la classe politique, si vous êtes un leader politique dans un pays africain, vous savez que le message maintenant, surtout avec l'administration Trump, c'était un pouvoir de meltdown. Ça peut sembler attrayant. Les Chinois peuvent avoir cette rhétorique. Regardez-nous, on est fort, mais on a beaucoup d'ordre et regardez comment on peut vous aider. Et ce modèle chinois,
y compris ce qui est vendu par son pouvoir doux, peut commencer à avoir des adeptes dans certaines parties du monde, ça c'est sûr. Merci. John, pour faire un suivi là-dessus, je dirais que la question que j'ai pour la dernière année est la suivante. C'est clair qu'ils ont eu des réactions excellentes ici. Et y a-t-il eu des apprentissages dans le comportement de la Chine? Ils ont appris, par exemple, que est-ce que cela va fonctionner ou s'il y a une résistance ou un ressac? Combien de pays, par exemple, vont répondre assez sérieusement? Par rapport à Roland a cité plusieurs exemples. Et si vous regardez les différents sondages qui sont faits dans le monde, l'image de la Chine n'est pas si brillante, même s'ils ont eu beaucoup de chance lorsque Trump était là. La Chine ne gagnait pas autant les cœurs et les esprits, en tout cas pas dans les sondages. Et si vous regardez les sondages au Canada, les sondages d'opinion publique par rapport à la Chine, mais je suis très curieux. La question est la suivante. Est-ce que les Chinois pensent que cela est durable? Est-ce que la résistance ou le choc en retour que ça produit, ils peuvent y arriver ou s'il y a plus de points à faire en un temps fort, même si on se met à dos toute la planète? D'abord, je dois dire que les sondages d'opinion publique, il y a eu pas mal de diversité dans les résultats de ces sondages d'opinion publique. Qu'on regarde l'Ouest par rapport au monde en développement, et je serais curieuse de savoir les récents chiffres. Les chiffres les plus récents avec 14 pays, c'est beaucoup l'Europe et le Japon, etc. Mais je serais curieux de savoir les résultats des derniers sondages. Ceci dit, c'est intéressant d'y penser parce que d'un côté, lorsque la Chine se comporte de cette façon, parce qu'un pays est affecté parce qu'il considère ses intérêts clés, ses intérêts centraux. Il y a peut-être des apprentissages à faire, mais il y a moins de réceptivité du côté chinois. Je vais donner certains exemples ici. Par exemple, dans plusieurs pays d'Afrique où on a une résistance à la diplomatie de la mort, je pense que la Chine essaie de réagir à cela. Ils ne veulent pas être perçus de cette façon. Ils ne veulent pas être perçus comme une puissance néocoloniale et néo-impériale. Ce n'était pas leur intention, même que si ça peut être un sous-produit. Je pense qu'ils veulent essayer de changer le récit de ce côté-là. Mais quand on parle de l'Australie et les actions actuelles de la Chine, c'est parce qu'elle n'aime pas du tout la position que l'Australie prend sur la mer de la Chine du Sud. C'est pour cela qu'elle demande une enquête sur la COVID. Je ne pense pas qu'ils vont reculer là-dessus, mais ils vont plutôt intensifier. Beaucoup d'académiques chinois ont été en état de choc, mais sont de moins en moins surpris par ce comportement. Mais lorsque tout cela a été pris, cela a fait exploser certaines des normes. Plusieurs parmi nous ont compris que, bon, très bien, ils essaient de répliquer et ils essaient de démontrer à des pays partout dans le monde que si vous coopérez avec les États-Unis et si vous touchez aux intérêts de la Chine, de cette façon, il y aura une punition. Mais ces mesures ont été prises, mais je pense que ces mesures seront gardées pendant quelques semaines pour prouver une intention. Et le fait que cela tienne encore, c'est un choc pour moi, pour cette question en particulier. Je ne sais pas. Est-ce que la Chine tire les leçons de tout cela? Bien sûr, il y a eu des résistances au Canada, il y a eu des résistances, regardez, un peu partout dans les sondages d'opinion publique. Il y a beaucoup de visions négatives de la Chine, pas seulement à cause de la COVID, mais à cause de toutes ces questions. Alors, d'un côté, la Chine prend plus de confiance et est plus prête à utiliser ce genre de choses. Peut-être qu'ils deviennent plus nuancés, mais ça n'est pas vraiment de l'enjeu et pourquoi ils reçoivent un contre-coup. Mais si ça touche à quelque chose qu'ils considèrent un de leurs intérêts centraux, comme Taïwan, par exemple, ça, c'est quelque chose sur quoi ils ne reculeront pas, je pense. J'ai eu une expérience, je dirais, il y a 2 ans maintenant. C'est depuis 2 ans environ, j'ai eu 2 membres de l'ambassade de la Chine qui sont venus à mon bureau et on parlait de ces enjeux et ils nous disaient comment pouvons-nous améliorer les relations avec le Canada? Relisez les 2 Michael et mais à part de ça, me disent-ils, il n'y a pas à part de ça, c'est ça. Et je ne pense pas qu'ils ont vraiment compris cela, que c'était vraiment un bris tellement grave de normes que ça
indigne encore. Ah, on prend des gens prisonniers tout le temps. Pourquoi ça devrait nous s'inquiéter? Mais pourquoi c'est si important pour vous? Et je pense que ça nous braque ici, bien sûr. Mais c'est vraiment un enjeu. Les Uyghurs, c'est la même chose. Il y a une déconnexion totale. Ça a rebuté la plus grande partie du monde occidental est très perturbée par ce qui se passe à Saint John. Vous avez vu une modification du récit et vous avez vu des gens qui communiquent avec le public différemment et cela continue de fonctionner depuis des années. Et Roland, quelqu'un vient de poser une question qui s'attaque directement à ça. Comment pouvons-nous coopérer avec un pays qui a les plus grands camps de concentration au monde? Qu'est-ce qu'on fait? Quand on voit ce que la Chine fait à son peuple, c'est tellement au-delà de toute attente. Comment pouvons-nous coopérer lorsque le régime de Beijing est aussi répressif? C'est véritablement difficile comme question et c'est un grand problème. Vous savez, et ça dépend des circonstances. Enfin, nous coopérons avec plusieurs pays avec lesquels on est en désaccord dans différents domaines. Et nous coopérons dans des domaines où nous avons un intérêt mutuel pour la coopération. Et quelquefois, nous sommes tellement indignés parce que ces pays font que ça limite vraiment les possibilités de coopération parce qu'on ne veut pas avoir de grande coopération. Et on peut prendre plusieurs cas, comme par exemple la Turquie, par exemple, à mesure qu'elle est devenue plus répressive et autoritaire. Vous avez vu un changement parce qu'on a été horrifiés. Vous avez vu un changement dans l'amplitude de la coopération avec la Turquie. Il y a eu une longue discussion, comme César le sait très bien, quant à la coopération du Canada avec l'Arabie saoudite, un autre régime répressif. On fait du commerce avec l'Arabie saoudite, mais on devrait tirer une ligne. Peut-être qu'on ne doit pas vendre de l'équipement létal à l'Arabie saoudite. Alors, on tire les lignes et des frontières et les limites à dans différents endroits, de différentes façons. Le Canada est le deuxième ou le troisième plus grand partenaire commercial de l'Arabie saoudite, dépendant de la façon dont on mesure la chose. À quel point nos relations commerciales devraient-elles être importantes? Nous sommes tous les deux horrifiés et tout en étant conscients que nous avons certains domaines d'intérêt commun, même si on est horrifié par le régime répressif. Les difficultés, les défis, la complexité de la politique étrangère est capable de gérer ces genres de tensions dans les relations bilatérales et de faire ça simultanément dans une espèce d'échiquier à 3 dimensions avec d'autres pays, avec des organisations internationales. Je ne suis pas sûr où cette ligne va se terminer avec la Chine. Une des questions qui a surgi est reliée à Hong Kong et les actions de la Chine à Hong Kong qui ont suivi la détention des deux Michael et plusieurs autres actions ont changé la perception de la Chine de façon très importante. Et cela commence véritablement à restreindre la possibilité ou l'appétit, le désir de coopération avec la Chine. Comment est-ce que la situation des Uyghurs en Chine occidentale, en ce qui concerne les Ouïghours, qui semblent impliquer des problèmes contre l'humanité d'une façon ou d'une autre. Une fois que ça pourra être clarifié, comment ça pourra se clarifier? Ça, ce sera important. Je sais que Bob Ray, notre ambassadeur aux Nations Unies, a demandé, avec d'autres personnes, a demandé aux Nations Unies d'enquêter sur la possibilité d'un génocide qui aurait lieu dans cette région. Et je pense que c'est une situation qui se déplace très rapidement, dans ce sens que les attitudes et les compréhensions de la Chine, pas seulement dans ce pays, mais aux États-Unis, en Europe et dans la région, changent très vite. C'est très fluide actuellement. Et nous devons être capables de nous ajuster rapidement. Mais je reviens à mon tout premier point, qui est le suivant. Le Canada opérait avec des alliés de cette façon, avec des partenaires dans cette région. Et le Canada a eu de plus en plus de succès au cours des dernières années pour se joindre avec des partenaires pour faire des déclarations fortes, que ce soit à propos de Hong Kong ou à propos d'autres sujets controversés. Et ça nous rassure quand on est plusieurs à faire la chose. On peut mener ces actions collectives et en profiter également. Merci, Roland. Une réponse oui ou non, Roland. Est-ce que Chris Sonfield devrait être ce qu'elle a fait avec les États-Unis et devenir une personne qui se concentre uniquement sur la Chine à l'exclusion de tous les autres?
Écoutez, elle est maintenant la ministre des Finances. Ça va l'enlever avec ce travail très important qu'elle a maintenant ici, chez nous, au Canada. Mais ce que je comprends de votre question, c'est ce qu'on doit faire. Dans ce qu'on doit faire, il y a des choses qu'on doit faire chez nous de toute façon en ce qui concerne la Chine. Nous devons renforcer notre régime d'examen des investissements étrangers, particulièrement dans les entreprises d'État. On doit se préparer à une concurrence géopolitique dans l'Arctique, mais on doit aussi investir dans les ressources nécessaires dont on aura besoin pour gérer les choses dans un monde où l'Asie est de plus en plus le centre de la croissance économique et le centre de la rivalité et de la compétition économique. Et cela veut dire qu'il faut investir à long terme dans nos capacités de défense, mais ça veut aussi dire qu'il faut réinvestir dans notre capacité diplomatique, particulièrement pour ce qui est de l'expertise à propos de la Chine, qui n'est pas un domaine de grande force chez nous. Enfin, on n'a pas suffisamment de personnes, on n'a pas suffisamment d'experts de la Chine dans l'appareil gouvernemental tel qu'il est actuellement. Oui, je pense qu'on a besoin de cohérence qu'on voit dans la politique étrangère canadienne. Les choses sont bien mieux quand on envoie notre premier ministre en Europe que lorsqu'on l'envoie en Asie. Ça va beaucoup mieux. On n'a pas eu de controverse en Europe par rapport à l'Asie parce qu'on n'a pas été en Asie récemment. Alors, les défis pour l'avenir, c'est comment mieux faire les choses. Je pense que dans le cas américain, le fait que Biden a choisi Clayton, qui a beaucoup plus d'expérience asiatique que Susan Rice, était un signal déjà de ses priorités. Certains problèmes dans ces discussions avec l'Asie, mais c'était bien intentionné. Mais les Européens se sont sentis brimés. On peut coopérer avec beaucoup d'efforts intellectuels, avec peu de ressources. Mais avec la Chine, c'est assez difficile. C'est beaucoup plus difficile. Dans certaines discussions, il y a deux alliés principaux dans la région, le Japon et la Corée du Sud. Leurs relations n'ont pas été bonnes récemment. Elles n'ont jamais été bonnes, mais elles ont empiré au cours des quelques dernières années. Et ça a probablement à voir avec la politique étrangère de Trump. Cette division entre la Corée du Nord, le Japon et la Corée du Sud. Mais c'est pas seulement cela, là. Cette relation a toujours été tendue, même au mieux. Maintenant, j'aimerais retourner au panel et commencer par César et simplement pour leur demander une remarque de fermeture. Quelle est la chose que vous diriez aux décideurs politiques par rapport à ce qu'on peut atteindre? Quelle priorité devrait-il avoir? Les grosses erreurs à éviter, l'aliment de pouvoir ou d'influence que nous avons contre ce pays incroyablement fort, qui a des relations asymétriques avec nous. Qu'est-ce que vous diriez en terminant? Eh bien, merci. Moi, je dirais la cohérence est importante. La Chine est très, très consciente de la façon dont elle est perçue. Elle est très, très consciente des réticences et des aspirations qui existent dans plusieurs pays. Mais elle peut toujours jouer s'il y a un manque de cohérence. On a mentionné, par exemple, l'Arabie saoudite. Je sais qu'on a parlé des droits de la personne. Pourquoi êtes-vous très proche de l'Arabie saoudite? Vous parlez des droits de... Qu'en est-il de la Palestine? Vous êtes proche d'Israël? Tout c'est ça. Je pense que beaucoup de cohérence va aider beaucoup à nous permettre d'avoir une approche plus ferme envers la Chine et dire, écoutez, on n'encourage pas ces comportements nulle part, ni avec vous, ni avec personne d'autre. Fantastique. Don. Oui, comme on a discuté plus tôt, le potentiel du point de vue américain de se concentrer beaucoup plus sur la coopération, tout en continuant la concurrence, c'est ce qui semble dans les cartes actuellement. Et les politiciens canadiens ont beaucoup à contribuer à cela comme alliés, que ce soit du côté de l'environnement ou la non-prolifération ou le renforcement des normes libérales dans le système. Alors, j'encourage les décideurs politiques canadiens à tendre la main, à aider de ce côté-là, parce que ça fait partie de ce qui a manqué au cours des 2 dernières années, c'est cet accent, pas seulement sur la concurrence, mais sur ces domaines où nous avons des intérêts communs entre les États-Unis, le Canada et la Chine, en essayant de faciliter certaines coopérations traditionnelles dans ces domaines pour faire un bien public de façon plus large, sur des choses comme les changements climatiques et la pandémie plus qu'autre chose. N'est-ce pas? Oui. Roland, je pense que la clarté, c'est important. Par clarté, je veux dire clarté pour savoir où allons-nous tirer la ligne, où allons-nous mettre la limite, parce que nous devons communiquer cela très clairement à Beijing. Je ne pense pas que nous avons communiqué cela de façon très, très claire à Beijing. Et nous avons besoin de cette clarté comme base à un accord général entre nos partenaires et alliés
pour dire là où nous allons maintenir collectivement certaines limites. Et dans cela, de façon sous-entendue, comme Don l'a mentionné, comme nous en avons discuté jusqu'à présent, et en définissant clairement ce que nous n'accepterons pas. Et ce que nous allons maintenir clairement, nous laissons quand même ouverte la possibilité de coopérer dans des domaines où nous avons besoin absolument de la coopération de la Chine, que ce soit la non-prolifération et le contrôle des armes, y compris les nouveaux types d'armes, ou les autres enjeux qui ont été discutés jusqu'à présent, y compris la préparation à des pandémies et la stabilité de l'ensemble financier mondial. C'est un gros point. Et il y a un troisième ensemble de domaines. Ce sont des domaines où on ne va pas coopérer, on ne s'opposera pas non plus, mais dans un certain sens, on va en arriver à définir des règles du jeu où, essentiellement, on va essayer de s'entendre pour ne pas s'entendre. Beaucoup des tampons de la guerre froide qui prévenaient les tensions et les incidents d'escalader entre les États-Unis et l'URSS n'existaient pas vraiment dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Quand on parle, par exemple, à la mer de Chine du Sud et la mer de Chine, on a besoin d'une situation quelque peu stable où il y a des attentes mutuelles par rapport à ce que l'autre va faire ou ne pas faire. On a besoin de stabilité dans cet environnement. Alors, nous avons besoin de nouvelles heures sans être obligés d'avoir à passer par des crises pour y arriver. Je n'appellerais pas ça une détente, j'appellerais ça une coopération, compétition. Nous devons être plus fermes sur ce avec quoi nous sommes désaccords et clairs sur ce avec quoi nous sommes prêts à négocier des compromis. Pardon? Un cloisonnement des enjeux. Comme nous analysons nos propres lignes dans nos relations avec la Chine. C'est facile de dire, mais ça va être dur à faire quand on a des partis qui sont en compétition les uns avec les autres, avec différents gouvernements qui sont vus comme étant trop doux avec la Chine. Mais j'apprécie beaucoup que les trois d'entre vous aient pris du temps pour nous parler. Les trois présentations étaient très éclairantes et ça nous donne une idée claire de ce qui nous attend et des défis auxquels nous faisons face. Encore une fois, merci de votre temps. Pour l'auditoire, nous allons maintenant prendre une pause de 10 minutes et ensuite nous reviendrons avec un panel sur comment améliorer la sécurité et la santé, modéré par Endgames et Ron Chop. Alors, on se voit tous dans environ 10 minutes. Encore une fois, merci au panel. J'ai beaucoup apprécié que vous ayez pris le temps de nous... J'ai beaucoup appris. Je pense que tout le monde a aussi beaucoup appris.